Ma femme m'a rejeté au lit, ne me touche pas, j'ai de la dignité. Le lendemain, j'ai rejeté ses exigences, ne me demande rien, j'ai de la dignité. Elle a complètement perdu la tête. Bonjour les amis. Ma femme pensait pouvoir me traiter comme de la merde tout en profitant de l'argent que je gagnais, puis elle a fait semblant d'être choquée quand j'ai enfin arrêté de sortir la carte bancaire. Prenez du popcorn et profitez du spectacle. Je m'appelle Dean, 36 ans. Pendant les 6 premières années et demie, Grace et moi avions un mariage solide. On s'est rencontrés lors d'une conférence sur la logistique à Dallas, on a sympathisé autour d'un café d'hôtel infect et de conférences encore pire. Elle travaillait alors dans l'événementiel, elle avait sa propre activité. On s'est mariés après 18 mois de relation, on a acheté une maison en banlieue de Chicago, on a fait tout le scénario du rêve américain. Tout allait bien. On voyageait, on allait à Nashville, Austin, on a fait un séjour dans le Colorado. Elle avait ses amis, j'avais les miens. On faisait des trucs de couple le week-end, on allait dîner dans ce restaurant qu'elle adorait, on regardait des films sur le canapé, une vie de couple normale. Rien de quoi écrire une chanson de country, mais rien non plus qui justifierait d'appeler un avocat. Puis, il y a environ 5 mois, quelque chose a changé. Au début, c'était subtil, des petites remarques sur le fait que je ne faisais pas assez d'efforts pour les sorties en amoureux. Des roulements d'yeux quand je proposais de cuisiner au lieu de commander. Elle a commencé à me corriger devant les autres, comme si j'étais un gamin, ton ami s'appelle Carter, pas Carl. On est allé au Mexique, pas à Miami. Tu confonds avec ton autre boulot. Son amie Monica a commencé à traîner davantage à la maison. Une agente immobilière qui conduit une Audi blanche et traite chaque conversation comme une négociation. Divorcée 2 fois, elle collectionne les pensions alimentaires comme des cartes de baseball et a une opinion sur le couple de tout le monde. Soudainement, Grace commence à dire que je ne l'apprécie pas assez, que le mariage devrait être un partenariat avec des efforts égaux, qu'elle mérite un meilleur traitement. Je me dis, un meilleur traitement? Je travaille 60 heures par semaine à gérer la logistique d'une entreprise de transport. Je paie le crédit de notre maison de 4 chambres. J'ai remboursé ses prêts étudiants l'an dernier. Sa voiture est à mon nom parce que son crédit est désastreux à cause d'une phase de dépenses compulsive avant qu'on se rencontre. Je ne suis pas un mari absent qui rentre à minuit en sentant la cigarette. Je suis juste un gars normal qui essaie de maintenir tout à flot. Mais je n'ai rien dit. Je me suis dit que c'était une phase. Peut-être qu'elle stressait à l'idée d'avoir 31 ans. Peut-être que Monica lui montait la tête. Je suis resté calme. J'ai continué à faire ce que je faisais, en me disant que ça passerait. Ça n'est pas passé. Il y a 3 mois, elle a quitté son boulot dans l'événementiel, disant que son patron la micro-gérait. Avant ça, c'était un poste de coordinatrice dans une association qu'elle a quitté parce que les horaires étaient trop exigeants. Avant ça, encore autre chose avec une autre excuse. Elle est au chômage depuis janvier, passe ses journées à des cours de yoga et à des déjeuners entre amis pendant que je gère des livraisons de Cleveland à Atlanta, en me demandant quand elle va recommencer à contribuer. Je ne l'ai pas harcelée. J'ai continué à payer les factures et je me suis tu. Je pensais qu'elle finirait par retrouver sa voie. Il y a 2 mois, la chambre est devenue glaciale. Elle se reculait quand je la touchais le soir. Elle disait qu'elle était fatiguée, qu'elle avait mal à la tête, qu'elle voulait juste dormir. D'accord. Toutes les nuits n'ont pas besoin d'être romantiques. Mais c'est devenu toutes les nuits. Puis elle a commencé à sursauter quand je lui touchais l'épaule. Puis elle s'est mise à se coller à l'extrémité du lit, comme si j'avais une maladie. Hier soir, ça a été le point de rupture. Je suis allongé dans le lit en train de lire quelque chose sur mon téléphone. Grace est à côté de moi, fait sa routine du soir. Elle se glisse sous les draps, se tourne de son côté, dos à moi. Je pose mon téléphone, je me penche pour lui faire un baiser de bonne nuit. Ma main effleure son épaule. Elle se raidit comme si je l'avais électrocutée. Ne me touche pas, dit-elle, avec une voix capable de découper de l'acier. J'ai trop de respect pour moi-même. Je reste figé, les mains encore en l'air. Quoi? Tu as entendu? J'ai du respect pour moi-même. Je ne suis pas disponible dès que tu en as envie. Grace, dis-je en gardant un ton calme. J'allais juste t'embrasser pour te dire bonne nuit. Elle se tourne enfin vers moi, avec ce regard complètement fermé, comme si elle attendait ce moment pour faire une déclaration solennelle. Je me fiche de ce que tu comptais faire. Mon corps, mon choix. Et je choisis de ne pas être touché par quelqu'un qui ne m'apprécie pas. Quelqu'un qui ne t'apprécie pas, dis-je. Je sens ma voix se durcir. Qu'est-ce que je ne t'apprécie pas exactement? Elle s'assoit, avec cette attitude condescendante qu'elle traîne depuis des semaines. C'est exactement ça le problème, Dean. Tu crois que l'argent, c'est de l'amour. Tu ne me vois pas. Tu ne me valorises pas en tant que personne. Je ris. Ça sort tout seul, tellement la situation est absurde. Je ne te valorise pas? Tu n'as pas travaillé depuis 5 mois, Grace. Tu passes tes journées à bruncher avec Monica en parlant de la difficulté du mariage pendant que je passe 2 heures dans les embouteillages à gérer de vrais problèmes. Son visage devient rouge. Sors. Quoi? Sors de ce lit. Dors ailleurs. Je ne te veux pas près de moi. Je la regarde longuement, cherchant un signe que c'est une blague, un test bizarre, n'importe quoi d'autre que ma femme depuis 7 ans me demandant de quitter mon propre lit.
Très bien, dis-je en attrapant mon oreiller. Bonne chance pour payer les factures avec ton respect de toi-même. Je sors, je ferme la porte et je vais dans la chambre d'Amy. Je reste allongé à fixer le plafond, à écouter la maison craquer, et quelque chose se déclenche en moi. Ce n'est pas une phase. Ce n'est pas le stress. Elle réécrit les règles et s'attend à ce que j'accepte. Pas question. Je sors mon téléphone et j'écris à Carter, tu es dispo demain. J'ai besoin de boire un verre et de parler. Il répond 30 secondes plus tard, ouais mec, tout va bien. Je réponds, définis-le bien. 20 minutes plus tard, je suis toujours réveillé quand j'entends Grace aller à la salle de bain. L'eau coule, elle fait sa routine comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas explosé 7 ans de mariage pour un baiser de bonne nuit. Je ne retourne pas dans la chambre. Je ne m'excuse pas. Je n'essaie pas d'arranger les choses. Je reste là à réfléchir à mon prochain coup. Ça fait 5 mois que je joue en défense, que je bloque ses attaques, que j'encaisse, que je limite les dégâts. C'est fini. Il est temps de passer à l'offensive. Et je suis plutôt bon à ça. Le matin arrive. Je me lève à 6 heures par habitude. La maison est silencieuse. Grace dort encore, ou fait semblant. Je me douche dans la salle de bain des invités, je m'habille, je descends faire du café. Notre voisine Barb est déjà dans son jardin quand je sors chercher le journal. Barb est cette femme d'une 60aine d'années qui vit dans la rue depuis l'époque des dinosaures, elle sait tout sur tout le monde. Bonjour Dean, tu es levé tôt. Tout va bien entre toi et Grace? Tout va bien, Barb. Elle me lance un regard soupçonneux. Eh bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Je hoche la tête et je rentre. Barb est inoffensive, mais quand tout va exploser, et ça va exploser, elle sera partout. Note mentale, quand le divorce sera lancé, Barb organisera sûrement une réunion de quartier à ce sujet. Avec des gratins et tout le cérémonial. Les réseaux de ragots de banlieue feraient passer la CIA pour des amateurs. À l'intérieur, Grace est debout. Elle est dans la cuisine, en leggings de yoga et sweat trop large, téléphone à la main. Elle ne me regarde pas quand j'entre. Bonjour, dis-je, juste pour voir ce qui va se passer. Elle ne répond pas, continue simplement à faire défiler son téléphone. Je me sers du café et m'appuie contre le plan de travail. On en est au traitement du silence, maintenant? Je n'ai rien à te dire, répond-elle, sans lever les yeux. Cool, dis-je. Alors n'espère pas que je reste ce soir. J'ai des plans. Ses yeux se lèvent une demi-seconde. Quel plan? Soirée poker chez Carter, dis-je d'un ton détaché. J'y vais depuis 6 ans. Les mêmes gars, la même installation, 2 fois par mois, comme une horloge. Un jeudi, dit-elle. Oui, Grace, un jeudi. Carter a envoyé un message hier soir. Il a avancé la soirée parce qu'Owen a une conférence ce week-end. C'est fou comme elle peut passer du silence total à un soudain intérêt pour mon emploi du temps dès que je mentionne sortir sans elle. Essayer de me contrôler en prétendant que c'est de l'inquiétude. Classique. Elle pose son téléphone, croise les bras. Tu ne peux pas faire des plans sans m'en parler. Je viens de le faire, dis-je en rinçant ma tasse dans l'évier. Et techniquement, je t'en ai parlé. À l'instant. Ce n'est pas comme ça que le mariage fonctionne, Dean. Je me tourne vers elle et la regarde droit dans les yeux. Tu m'as dit de sortir de notre lit hier soir parce que j'ai essayé de t'embrasser. Tu as dit que tu ne voulais pas que je te touche. Alors je te laisse de l'espace. Sois reconnaissante. Elle ouvre la bouche, prête à répliquer, mais je suis déjà en train de sortir. Au boulot, je fonctionne avec 4 heures de sommeil et une pure rancune. 3 livraisons bloquées dans l'Ohio, un client qui hurle à cause d'un retard, et mon assistant manager encore malade. Je passe 4 heures au téléphone à régler les problèmes des autres, puis 2 heures de plus dans une réunion de planification qui aurait pu être un email. Vers midi, Carter m'écrit. Toujours bon pour ce soir ou c'était un SOS? Je réponds. Les deux. Il m'envoie un emoji qui rigole et ajoute. Ramène du cash. Je prends tout ce soir. À 18 h, je suis chez Carter. Il a un condo en centre-ville, version célibataire, meubles en cuir, télé gigantesque, table de poker. Owen est déjà là, aussi silencieux que d'habitude, en train de préparer ses jetons. Il bosse dans la sécurité informatique, n'en parle jamais. Il a ce ton monocorde qui rend tout ce qu'il dit drôle. Et puis il y a Brendan, commercial, actuellement dans son 2e mariage, et qui verse une pension alimentaire à la première femme. Dean, dit Carter quand j'entre, tu as l'air d'une épave. Qu'est-ce qui s'est passé? Grace, dis-je en m'asseyant. Dis en pas plus, dit Brendan en distribuant les cartes. Les femmes sont compliquées. C'est pour ça que je me suis marié 2 fois. Owen ne lève pas les yeux de ses jetons. Et ça marche comment? Je suis fauché et heureux, répond Brendan. La grande vie. C'est pas ce que tu disais la semaine dernière quand tu pleurais à propos de ton compte en banque, dit Owen. Je ne pleurais pas. Carter rigole. On joue au poker ou on programme une séance de thérapie. On commence la première main quand on frappe à la porte. Carter va ouvrir, et j'entends sa voix immédiatement. Grace. Elle entre comme si l'endroit lui appartenait. Monica juste derrière elle. J'espère que ça ne vous dérange pas, dit Grace avec une fausse douceur. On était dans le coin. Carter me regarde. Je secoue légèrement la tête.
Carter est trop poli pour les mettre dehors, même si c'est clairement une embuscade organisée par Grace. Bien sûr, dit-il. Prenez une chaise. Elle s'installe sur le canapé derrière la table de poker. Monica commence aussitôt à poser des questions sur le condo, combien Carter paie, s'il est propriétaire ou locataire. On est à mi-chemin d'une main quand Grace attaque. Dean, dit-elle assez fort pour que tout le monde entende, tu vas probablement perdre tout ton argent ce soir. Silence autour de la table. Brendan me regarde. Owen fixe ses cartes. Carter distribue la carte suivante plus lentement que nécessaire. Je la regarde, calme. Si je perds, c'est mon argent. Tu ne rapportes pas exactement de revenus en ce moment. Son sourire tremble. Oh, allez. Ne sois pas susceptible. C'était une blague. Ouais, dis-je en jetant un jeton dans le pot. Hilarant. Monica rit d'un rire forcé. Grace essaie juste de te garder humble, Dean. Tous les hommes en ont besoin. Je l'ignore. Je me concentre sur mes cartes. Mais Grace n'a pas fini. 20 minutes plus tard, elle recommence. On est au milieu d'une grosse main, presque $300 dans le pot, quand elle se penche en avant. Dean, peut-être que tu devrais te coucher. La stratégie, ce n'est clairement pas ton point fort. Owen lève les yeux de ses cartes. En fait, son taux de victoire est plus élevé que celui de tout le monde ici, sauf Carter. Grace cligne des yeux. Quoi? On tient des statistiques, dit Owen d'un ton parfaitement neutre. Dean est à plus 4000 sur les 2 dernières années. Brendan pointe Owen avec son verre. T'étais obligé de dire ça maintenant? Tu me fais passer pour un nul. Owen hausse les épaules. Ce sont juste des données. L'argent ne fait pas tout, dit Monica en essayant de sauver la face pour Grace. Au poker, si, répond Owen sans même lever les yeux. Tout le monde regarde maintenant, attendant de voir ce que je vais faire. Carter a ce petit sourire en coin, clairement en train de savourer le spectacle. Je me couche quand même, me lève, attrape ma veste. Je me casse. Les yeux de Grace s'écarquillent. Quoi? Tu pars? Yep, dis-je en regardant Carter. Désolé, mec. On se capte plus tard. Carter hoche la tête, respectueux. Mais pourquoi? Dit Grace, et j'entends la panique monter dans sa voix. Je la regarde, puis la table, puis à nouveau elle. Parce que je ne joue pas là où je ne suis pas respecté. Je sors. La porte se referme derrière moi. Sortie propre. Terminé. Mon téléphone commence à exploser avant même que j'atteigne l'ascenseur. Grace appelle, je refuse. Monica m'envoie des messages, je les supprime. Quand j'arrive à ma voiture, j'ai déjà 4 appels manqués. J'écris à Carter, désolé pour la scène. Il répond aussitôt, ne t'excuse pas. C'était la main la plus intéressante qu'on ait jouée de toute l'année. Je rentre chez moi par le chemin le plus long. Grace est venue pour m'humilier devant mes amis. Quand ça n'a pas marché, quand je suis juste parti, elle a paniqué. Elle veut le contrôle. Elle veut que je la poursuive, que je la supplie, que je fasse mes preuves. Très peu pour moi. Je ne me suis pas inscrit à ce jeu-là. J'arrive à la maison vers 10 heures. La voiture de Grace est déjà dans l'allée. J'entre et elle est dans le salon, les bras croisés, prête pour le round 2. Sérieusement, Dean, dit-elle. Tu m'as humilié comme ça? Je t'ai humilié? Dis-je en montant les escaliers. Tu es venu sans invitation à ma soirée poker juste pour m'attaquer. C'est ton problème. J'essayais de passer du temps avec toi, dit-elle en élevant la voix. Non, dis-je en m'arrêtant à la 3e marche. Tu essayais de prouver quelque chose à Monica. Peut-être à toi-même. Je dors encore dans la chambre d'amis. Réfléchis à ce que tu veux vraiment de ce mariage, parce que j'en ai marre de deviner. Tu ne peux pas juste, commence-t-elle. Mais je suis déjà en haut, la porte fermée, conversation terminée. Allongé là, je pense aux prochaines étapes. Ce n'est pas réparable. C'est cassé à la base. Demain, j'appelle un avocat. Le lendemain matin, Grace est partie avant mon réveil. Pas de mots, pas de messages. Juste une maison vide. Ça me va très bien. Je prépare le petit déjeuner, j'apprécie vraiment le silence, je pars travailler sans aucun drame. Vers midi, mon téléphone sonne. Numéro inconnu, indicatif de Milwaukee. J'hésite presque à ne pas répondre, mais quelque chose me pousse à décrocher. Dean, dit une voix de femme, sèche, pleine de jugement. C'est Caroline. Caroline, ma belle-mère. Une femme qui ne m'a jamais aimé et qui attaque notre mariage depuis 7 ans à chaque dîner de famille. Bonjour, Caroline, dis-je en gardant une voix neutre. Grace m'a appelé ce matin. Elle est très bouleversée. Tu as été émotionnellement distant. Tu dors dans une autre chambre. J'étais à une soirée poker, Caroline. Ma soirée poker. Elle est venue sans y être invitée. Elle dit que tu as été hostile avec tout le monde. Grace mérite mieux que ça. Caroline, si elle mérite mieux, dis-lui d'aller le trouver ailleurs. J'en ai fini avec tes sermons. Comment oses-tu? Je raccroche. Ce soir-là, je suis assis sur mon porche avec un soda quand Barb surgit de nulle part. J'ai vu Grace partir avec des valises ce matin, dit-elle. Tout va bien? Elle est allée chez sa mère, dis-je. Elle prend de la distance. Barb s'assoit sur les marches de mon porche sans invitation. Tout ça, c'est une question de savoir qui sera le plus têtu.
Si tu veux que ça marche, il faut tenir plus longtemps qu'elle. Je n'essaie de tenir tête à personne, dis-je. J'en ai juste assez d'être l'ennemi dans ma propre maison. Elle se lève. Alors arrête de te défendre et commence à attaquer. Elle s'éloigne avant que je puisse lui demander ce qu'elle veut dire. Grace revient 2 jours plus tard, avec sa mère dans son sillage. Caroline entre comme si la maison lui appartenait, commence immédiatement à réarranger les coussins décoratifs. Dean, dit-elle sans presque me regarder. Il faut qu'on parle. Non, dis-je. Ça concerne Grace et moi. Pas toi. Je suis sa mère. J'ai le droit. Tu es une invitée chez moi, Caroline. Comporte-toi comme telle ou pars. Son visage devient violet. Grace intervient. Tu vois? C'est exactement de ça que je parle. Il est hostile avec tout le monde. Ta mère est entrée chez moi et a commencé à me critiquer en moins de 30 secondes. Parce que quelqu'un devait le faire, dit Caroline. Je prends mes clés. Je pars dans le Wisconsin pour le week-end. Vous pouvez garder la maison. Tu ne peux pas juste partir comme ça, dit Grace. Regarde-moi faire. Le Wisconsin est à 3 heures de route. J'y arrive en 2h30. Le chalet est exactement comme je l'ai laissé le mois dernier. Petit, rustique, calme. Je passe le week-end à pêcher, lire, ne pas penser à Grace, à Caroline, à rien de tout ça. Quand je rentre le dimanche soir, Grace s'est calmée. Caroline est partie. On cohabite encore une semaine sans vraiment se parler. Puis, le mercredi matin, elle me bloque dans la cuisine avant le travail. C'est quoi ça? Demandai-je. Une thérapie de couple, dit-elle. J'ai trouvé quelqu'un. On a rendez-vous vendredi. Je n'y vais pas. Dean, on a besoin d'aide. Non, Grace. Toi, tu dois décider ce que tu veux de ce mariage. Moi, j'en ai fini d'être ton punching ball émotionnel pendant que tu te cherches. J'essaie d'arranger les choses, dit-elle en haussant la voix. En me mettant devant des rendez-vous sans mon accord? En faisant venir ta mère pour m'attaquer? Ce n'est pas réparer quoi que ce soit. Mon téléphone vibre. Message de Carter. Monica organise un barbecue samedi. Toi et Grace êtes invités. Je dois te trouver une excuse. Je réponds. J'y serai. Ça va être amusant. Samedi arrive. On se rend chez Monica séparément. J'arrive en premier, je me place avec Carter et Owen près du barbecue. Le jardin de Monica est ridicule, piscine enterrée avec cascade, cuisine extérieure avec 3 grilles différents, aménagement paysager professionnel. Les règlements de divorce paient visiblement très bien. Brendan est là aussi, en train de raconter une histoire près de la glacière, à propos d'un client qui a acheté 30 lits d'hôpital en liquide. Grace arrive 20 minutes plus tard avec Caroline, parce qu'évidemment qu'elle a amené sa mère. Elle fonce vers Monica et 2 autres femmes que je ne connais pas. Elle se met immédiatement à rire de cette façon stridente et insupportable. Ça va être un désastre, dit Carter. Ouais, dis-je en buvant une gorgée. J'aurais dû rester chez moi. Pourquoi t'es venu? Demande Owen. Par curiosité. J'ai envie de voir jusqu'où ça peut aller. Brendan arrive avec une assiette pleine de burgers. Ta femme te fusille du regard depuis l'autre côté du jardin. On est là depuis environ 1 heure. La nourriture est sur le grill. Les gens discutent. Puis Monica crie à travers le jardin. Dean, tu peux aider Grace à sortir les plats? Ce n'est pas une demande. C'est un ordre. Assez fort pour que tout le monde entende. Un test pour voir si je saute quand elle claque des doigts. La moitié du jardin se tourne vers moi. Je la regarde, puis Grace, puis je reviens à ma conversation. Non merci. Ça ira. Un silence de mort s'installe. Le visage de Monica traverse 5 émotions en 2 secondes, choc, colère, gêne, puis encore colère. Pardon? Tu as 2 bras et 2 jambes, dis-je d'un ton parfaitement calme. Je suis sûr que tu peux gérer des assiettes toute seule. Grace intervient, tendue. Dean, ne sois pas impoli. Non, dis-je sans bouger. Je refuse juste de recevoir des ordres à une soirée. Si tu as besoin d'aide, demande comme une adulte. N'annonce pas ça comme si j'étais un employé. Caroline s'avance alors, surgissant de je ne sais où, me pointant du doigt comme un enfant désobéissant. Tu ne parleras pas à ces femmes de cette façon. Je me lève, tends mon verre à Carter. En fait, Caroline, je parlerai comme je veux. Ce n'est pas ta maison. Tu n'es pas ma mère. Et j'en ai fini de faire semblant que tu as une quelconque autorité sur moi. Le jardin est totalement silencieux. Même les enfants ont arrêté de courir. Un type avec une pince à barbecue reste figé, les bras en l'air. Ellie essaie de disparaître dans sa chaise longue. Le visage de Grace est rouge. Tu m'embarrasses. Non, dis-je en marchant vers ma voiture. Tu t'embarrasses toute seule. Je refuse juste de participer. Bonne fête. Je pars. 2 fêtes, 2 départs. Je suis en train de me créer une signature. Mon téléphone explose avant même que je sorte de l'allée. Grace appelle. Monica écrit. J'ignore tout. 3 sorties de 3 événements en 2 semaines. Au moins, je suis cohérent. Je vais au restaurant, je dîne seul, je regarde un match à la télé. Mon téléphone continue de vibrer. Finalement, je l'éteins et profite du silence. Quand je rentre vers 9 heures, la maison est vide. Il y a un mot sur le comptoir. Je dors chez Monica ce soir.
On a besoin d'espace. Je froisse le mot et le jette. De l'espace. Bien sûr. Tout ce qui l'aide à dormir la nuit. Lundi matin, j'appelle Janet. Carter m'avait donné son numéro il y a des mois, au cas où. C'est une avocate spécialisée en divorce. J'ai besoin d'une consultation, dis-je à son assistante. Elle a une disponibilité mercredi à 14 h. Mercredi arrive. Je suis assis dans son bureau en centre-ville. 17e étage, grande fenêtre donnant sur le lac Michigan, étagère pleine de livres juridiques et diplômes encadrés. Janet a la quarantaine avancée, les cheveux poivre et sel attachés. Rien ne lui échappe. Dites-moi ce qui se passe. Je raconte tout. Le rejet dans la chambre, l'embuscade à la soirée poker, l'invasion de la belle-mère, le désastre du barbecue. Janet prend des notes, pose des questions. Elle travaille? Non. Qui paie les factures? Moi. Le nom sur la maison? Les deux, mais j'ai payé l'apport et le crédit. Les voitures? La mienne est à mon nom. La sienne aussi, à cause de son crédit. Des enfants? Non. Bien, dit Janet. Ça simplifie les choses. On passe en revue les biens. La maison vaut environ 400 000 $. Le prêt est descendu à 260. Les comptes retraite que je finance. Les économies que j'avais avant le mariage. Le chalet dans le Wisconsin. Il est à moi. Je l'ai acheté 6 ans avant de la rencontrer. Bien séparé, confirme Janet. Elle n'y a aucun droit. Le calendrier? Demandai-je. Dépôt de la demande, signification, négociation. 6 mois minimum dans l'Illinois. Plus si elle se bat. Elle va se battre, dis-je. Janet sourit. Elle sourit toute, jusqu'à ce qu'elle voie les factures d'avocat. Là, elles deviennent raisonnables. Je quitte son bureau avec un plan, déposer la demande, la faire signifier, emménager seul, rupture nette. Le soir même, je cherche un appartement, j'en trouve un en ville, une chambre, 12e étage, parking inclus. Je signe le bail ce soir-là. Date d'emménagement, dans 2 semaines, un vendredi. Je ne dis rien à Grace. Elle le saura bien assez tôt. Pendant les 2 semaines suivantes, je prépare mon départ, je mets mes affaires en garde-meuble, j'organise les documents, je transfère de l'argent vers des comptes uniquement à mon nom. Grace est trop occupée avec Monica pour remarquer quoi que ce soit. Elle est à peine à la maison. Je dors dans la chambre d'amis toutes les nuits. On se parle à peine. Elle laisse des petits mots passifs-agressifs. Je laisse du liquide sur le comptoir et je pars travailler. Un matin, Barb me surprend en train de charger des cartons dans mon camion. « Tu déménages ?» demande-t-elle, sans même essayer d'être discrète. Oui. Elle hoche la tête. « Bien pour toi. Tu veux mon avis ?»« Pas vraiment, Barb. » Elle le donne quand même. Ne la laisse pas te faire passer pour le méchant. Les femmes comme ça réécrivent l'histoire pour se poser en victime. Reste fidèle à ta vérité. Merci, Barb, dis-je, et je le pense vraiment. Vendredi arrive et Janet dépose les papiers. Je reçois la confirmation à 14 h, l'huissier est programmé pour lundi matin. Je passe le week-end à déménager le reste de mes affaires. Grace est chez sa mère à Milwaukee. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe. Lundi matin, 9 h, l'huissier se présente à la maison. Je le sais parce que Grace m'appelle 30 secondes plus tard, furieuse. C'est quoi, ça? Des papiers de divorce, dis-je calmement. C'est fini, Grace. Silence. Tu ne peux pas être sérieux. On peut arranger ça. Je suis sérieux. Et non, on ne peut pas. Elle raccroche. Je m'attends à ce que les cris commencent immédiatement. Mais non. Rien pendant 2 heures. Puis un message, on peut au moins se parler en personne? Je ne réponds pas. 1 heure plus tard, Dean, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs. Toujours rien. En soirée, le ton change, tu vas vraiment jeter 7 ans comme ça? Puis, très bien. Si c'est ce que tu veux. Mais le lendemain matin, c'est là que tout s'effondre vraiment. Elle appelle à 7 heures. Cette fois, elle pleure. Vrai ou faux, je n'arrive même plus à faire la différence. Dean, s'il te plaît. On peut arranger ça. On peut aller en thérapie. Je changerai. Je ferai tout ce que tu veux. Tu as eu 5 mois pour changer, dis-je. Tu as choisi de ne pas le faire. Maintenant, assume les conséquences. Les pleurs s'arrêtent net. Je vais me battre, dit-elle, la voix dure. Tu vas regretter de m'avoir quitté. Batte-toi autant que tu veux. Mon avocate est prête. Je raccroche. Elle rappelle immédiatement. Je refuse l'appel et j'éteins mon téléphone. Ce soir-là, je suis dans mon nouvel appartement en train de déballer des cartons quand quelqu'un se met à frapper violemment à la porte. Je regarde par le Judas, c'est Grace. Le visage rouge, le maquillage coulé, les cheveux en bataille. Je n'ouvre pas. Dean, crie-t-elle à travers la porte. Ouvre. On doit parler. Non, dis-je de l'autre côté. On n'a rien à se dire. S'il te plaît, dit-elle en pleurant à nouveau. J'étais perdu. Monica m'influençait. Je couperai les ponts avec elle. Je ferai n'importe quoi. Intéressant comme on est déjà à l'étape du marchandage. Normalement, ça prend plus de temps. Elle doit être plus désespérée que je ne le pensais. Grace, rentre chez toi, dis-je. C'est ta faute? Hurle-t-elle soudain.
Tu nous as abandonnés. Tu as renoncé. Tu es faible. J'ai fini de discuter, dis-je. Tu as le numéro de mon avocate. Par-lui. Je prendrai tout. Crie-t-elle. La maison, l'argent, ta retraite. Tu n'auras plus rien. Tu peux essayer. Elle continue de frapper pendant 5 minutes, crie des menaces, pleure, supplie, puis recommence à menacer. Finalement, la sécurité de l'immeuble arrive et l'escorte dehors. Il m'appelle ensuite. Monsieur, tout va bien? Voulez-vous déposer un rapport? Non. Juste une situation familiale. C'est réglé. La semaine suivante, elle essaie tout. Jour 1, elle tente l'excuse. De longs messages sur sa réflexion, sur ce qu'elle a compris, sur son envie de reconstruire la confiance. Je ne réponds pas. Jour 2, elle tente le marchandage. Elle se présente à mon travail avec un café, me demandant 5 minutes pour parler. La sécurité la fait sortir. Elle attend 1 heure sur le parking avant d'abandonner. Jour 3, elle envoie Monica. Elle me coince dans un café près de mon bureau et commence son discours sur Grace, soi-disant perdue et confuse. Je pars en plein milieu de sa phrase. Jour 4, la colère éclate. Les messages passent des excuses aux accusations. Tu nous as abandonnés. Tu as renoncé. Tu es faible. Tout est de ta faute. Jour 5, elle utilise des amis communs. Des gens que je connais à peine m'écrivent pour me dire de lui donner une autre chance, que le mariage demande des efforts. Je les bloque tous. Ça continue. Chaque jour, elle devient de plus en plus instable. Jour 7, Carter m'écrit, Grace raconte aux gens que tu l'as abandonnée sans raison. Juste pour info. Je réponds, laisse-la parler. La vérité finit toujours par sortir. Vendredi après-midi, Janet m'appelle. Elle fait du bruit. Elle veut la maison, une pension alimentaire et la moitié de tes comptes retraite. Je lui ai dit de se préparer à être déçue. Quelle est la stratégie? Demandai-je. On lui propose exactement ce à quoi elle a droit. Pas un centime de plus. L'Illinois applique la répartition équitable. Elle aura la moitié des biens matrimoniaux, l'équité de la maison et les cotisations retraite versées pendant le mariage. Pas de pension alimentaire, elle est capable de travailler. Soit elle accepte, soit on va au tribunal et elle paie les frais juridiques. Ça me va, dis-je. À la 3e semaine, Grace devient désespérée. Elle commence à poster sur les réseaux sociaux des messages sur la trahison et la confiance brisée. Des messages vagues, mais clairement à mon sujet. Monica les partage tous avec des commentaires sur le fait que les hommes sont des déchets. Je ne réponds pas. Je n'entre pas dans le jeu. Je la laisse crier dans le vide. Puis arrive la 4e semaine. Je suis au chalet pour le week-end. J'ai invité Carter et Owen pour pêcher et faire un barbecue. Brendan devait venir, mais il a annulé au dernier moment. Un problème avec sa 2e femme, crise classique de Brendan. Samedi après-midi, on est sur le ponton, complètement détendu. Owen a déjà attrapé 2 barres et n'arrête pas d'en parler. Carter n'a rien attrapé, mais insiste sur le fait que sa technique est supérieure. Moi, je profite juste du calme. C'est ça, la vie, dit Owen en remontant son 3e poisson de la journée. Puis on entend une voiture arriver par l'allée. On se regarde tous. Personne ne devrait être là. Le chalet est à 40 minutes de la ville la plus proche, au bout d'un chemin de terre qui n'apparaît même pas sur le GPS. La portière claque. On entend des talons sur le gravier. Mauvais signe. Puis on entend sa voix. Grace contourne le chalet. Elle est dans un état lamentable. Elle porte une robe de soirée et des talons aiguilles, comme si elle sortait d'un restaurant. Elle titube, perchée sur ses talons, le regard perdu. « Dean !» crie-t-elle en me voyant sur le ponton. « On doit parler. Maintenant. » Owen me regarde, sourcils levés. « On s'en va ?» Je secoue la tête. « Non. Restez. Ça va être divertissant. » Grace avance en trébuchant presque 2 fois. Carter marmonne quelque chose à propos de l'assurance responsabilité civile et je retiens un rire. « Tu ne peux pas m'ignorer, » dit-elle en s'approchant, en me pointant du doigt. « Je suis ta femme. Tu es ma future ex-femme, dis-je sans bouger de ma chaise. Et tu es en train de pénétrer sur ma propriété. C'est chez moi. » Elle s'arrête au bord du ponton, chancelante sur ses talons. « Je suis venu jusqu'ici pour te forcer à m'écouter. Ça ne m'intéresse pas, dis-je. Rentre chez toi. Tu as ruiné ma vie, dit-elle. Tu nous as abandonnés. Tu es un lâche. Non. J'ai juste arrêté de jouer à un jeu truqué où les règles changeaient à chaque fois que je commençais à gagner. » Carter renifle dans son verre. Owen se mord la lèvre pour ne pas rire. « C'est qui, eux ?» dit Grace en les dévisageant. « Ce sont tes nouveaux amis? Tu m'as déjà remplacé? » « Ce sont les mêmes amis que j'ai depuis 6 ans, dis-je. Tu étais juste trop centré sur toi-même pour t'en souvenir. » Et, dit Owen d'un ton parfaitement neutre. J'ai mis 3 heures à écrire ce toast. Carter éclate de rire. « Je suis égocentrique ?» crie-t-elle de plus en plus fort. « Je t'ai donné 7 ans de ma vie. Et j'ai payé ces 7 années, dis-je. Qu'est-ce que tu m'as donné, à part de l'attitude et des ultimatums? Je t'aimais, dit-elle comme si c'était une révélation majeure. Tu aimais le style de vie, je corrige. Tu aimais ce que je t'apportais. Ce n'est pas vrai, dit-elle, la voix brisée. Grace, dis-je en me levant.
Tu m'as mis dehors de notre lit parce que j'ai essayé de t'embrasser. Tu m'as humilié devant mes amis. Tu as fait venir ta mère chez moi pour m'attaquer. Tu débarquais aux soirées juste pour me donner des ordres comme si j'étais du personnel payé. Tu m'as fait comprendre très clairement que je n'étais pas assez bien pour toi. Alors je suis parti. C'est ta responsabilité. Mais je regrette, dit-elle en sanglotant maintenant, le maquillage coulant partout. J'étais perdu. Monica disait que je méritais mieux, et je l'ai cru. Monica est divorcée 2 fois et malheureuse, dis-je. Évite peut-être de prendre des conseils conjugaux auprès de quelqu'un incapable de garder un mariage. Carter lève son verre. Ah ça. Tu es cruel, dit Grace. Je suis honnête. Tu voulais mieux? Va le trouver. Mais tu n'as pas le droit de débarquer ivre dans mon chalet en faisant une crise parce que j'ai refusé de jouer ton jeu. Je suis venu me battre pour nous, dit-elle. Non. Tu es venu parce que tu réalises que personne d'autre n'acceptera tes conneries. Elle me fixe, les larmes coulant sur son visage, le maquillage complètement détruit. Owen se lève, téléphone en main. Madame, vous devriez probablement rentrer en Uber. Vous n'êtes pas en état de conduire. Ça ne te regarde pas. Lui crie-t-elle, puis elle se tourne vers moi. C'est ça que tu veux? M'humilier devant des inconnus? Tu t'es humiliée toute seule, dis-je. Je te déteste. Je hausse les épaules. Bienvenue au club. Ta mère en est la présidente. Elle pousse un son étrange, moitié cri, moitié sanglot, puis tente de partir de façon dramatique, ce qui aurait été plus convaincant si elle n'avait pas été ivre, perchée sur des talons de 10 cm sur un ponton en bois. Elle fait à peine 5 pas avant que son talon se coince entre 2 planches. Pendant une seconde, elle vacille, les bras moulinant comme si elle essayait de s'envoler, puis la gravité gagne. Elle s'écrase face contre le ponton. Un bruit sourd résonne sur le lac. Sa robe remonte, une chaussure vole dans l'eau avec un « plouf » et elle reste étalée là, gémissant contre le bois. Owen a déjà son téléphone sorti avant même qu'elle ne touche le sol. Carter tremble littéralement en essayant de retenir son fou rire. Son visage devient rouge. Grace se redresse lentement. Des échardes collées au front. Une marque rouge se forme sur sa joue. Ses cheveux pendent en mèche. On dirait qu'elle a perdu un combat contre un ventilateur de plafond. Bande de salauds. Vous avez pris des photos? Vous avez pris des photos? Bafouille-t-elle à Owen, encore à 4 pattes. Vidéo, en fait, dit Owen. Supprime-la tout de suite. Owen regarde son téléphone, fait défiler l'écran. Non. Je crois que je ne vais pas le faire. C'est du contenu de qualité. Carter craque complètement. Il rit à en manquer d'air. Grace se relève tant bien que mal. Une chaussure au pied, l'autre perdue. La marque sur son visage commence déjà à bleuir. Des échardes dans les paumes qu'elle essaie d'enlever tout en conservant ce qu'elle croit être le peu de dignité qui lui reste. Vous êtes tous des monstres, dit-elle d'une voix tremblante. Je vous déteste. Elle tente de repartir en trombe, se rend compte qu'elle n'a qu'une chaussure, l'enlève et me la lance. Elle manque sa cible de presque 1 mètre. Elle atterrit dans le lac à côté de l'autre. Eh bien, maintenant tu pollues, observe Owen. On appelle la protection de l'environnement? Carter est assis sur le ponton, totalement incapable de se contrôler tant il rit. Grace boite pieds nus vers sa voiture, l'ourlet de sa robe déchirée, complètement vaincue. Carter sort son téléphone. J'appelle un Uber. Elle ne conduit clairement pas. Bonne idée, dis-je. Et envoie-moi la vidéo. Déjà fait, dit Owen. C'est la meilleure chose que j'ai filmée depuis l'anniversaire de mon neveu, quand le clown s'est fait attaquer par des guêpes. 10 minutes plus tard, un Uber arrive. Le chauffeur voit le visage abîmé de Grace et sa robe déchirée, et reste bouche bée. Carter lui parle, lui laisse sûrement un bon pourboire, et explique qu'elle est bouleversée, pas agressée. Grace monte dans l'Uber en pleurant encore. Sa voiture reste dans mon allée. Ses 2 chaussures sont dans mon lac. Carter revient sur le ponton. Eh bien, c'était théâtral. Attends que son avocat voie la proposition d'accord, dis-je. Owen sourit toujours en regardant son téléphone. Je vais clairement en faire des autocollants. On pêche encore 1 heure. Le silence est seulement interrompu par l'eau contre le ponton, quelques oiseaux, et Owen qui ricane régulièrement en revoyant la vidéo. 6 mois plus tard, le divorce est finalisé. Grace obtient exactement ce à quoi elle a droit selon la loi de l'Illinois, la moitié de la valeur nette de la maison après la vente, la moitié des cotisations retraite accumulées pendant le mariage. Sa voiture. C'est tout. Aucune pension alimentaire. Le juge a estimé qu'elle était capable de travailler. Elle a tenté d'invoquer une détresse émotionnelle et un abandon. Le juge a balayé les 2 arguments rapidement. Les frais juridiques m'ont coûté 8 000 $. Chaque centime en valait la peine. Elle a emménagé définitivement chez Monica après la vente de la maison. D'après le réseau de ragots de banlieue incarné par Barb, elle a trouvé un emploi à temps partiel dans une banque et déteste probablement chaque minute. Caroline m'a appelé une fois après la finalisation du divorce, disant que j'avais détruit la vie de sa fille, que j'étais égoïste et sans cœur. Je lui ai répondu qu'elle aurait dû apprendre à sa fille à ne pas mordre la main qui la nourrit. Elle a raccroché et n'a plus jamais rappelé. Carter et Owen passent la plupart des week-ends. On fait des trucs classiques de célibataire, regarder des matchs, jouer aux cartes, commander à manger. La semaine dernière,
Brendan est venu et a passé 2 heures à se plaindre de sa pension alimentaire. On l'a forcé à payer les pizzas en punition. Je ne sors pas encore avec quelqu'un. Pas envie. Je vis simplement selon mes propres règles pour la première fois depuis 7 ans. La vie est paisible.